Bien, bonsoir mesdames et messieurs. On est très heureux de vous accueillir donc, pour cet événement co-organisé par la Grande École des Solidarités et Ascoria. Donc, moi, je suis Philippe Liet. Alors, outre le fait que je sois un des co-auteurs de cet ouvrage qui va être présenté ce soir, je suis ici aussi au titre d'une fonction dans l'équipe de la Grande École des Solidarités, de coordinateur scientifique de la Grande École des Solidarités, qui est un partenariat entre 4 établissements du site académique de Rennes, outre Ascoria, voilà, qui porte l'équipe qui anime la Grande École des Solidarités. Il y a également l'Université Rennes 2, l'École des hautes études en santé publique et Sciences Po Rennes ou l'Institut d'études politiques de Rennes. Et donc, la Grande École des Solidarités, ce partenariat, se donne pour objectif de développer un certain nombre d'actions en formation, en recherche et en événements pour mettre au travail un certain nombre de questions de solidarité à destination des acteurs des solidarités et pour faire connaître un certain nombre de travaux ou de travaux de recherche ou de dispositifs de formation qui sont développés par les 4 établissements. La Grande École des Solidarités dispose d'un conseil scientifique qui représente 8 unités de recherche des 4 établissements. Et donc ce conseil scientifique s'est donné comme programme d'organiser des événements pour faire connaître les activités des unités de recherche des différents membres. Et donc l'AGES, Grande École des Solidarités, co-organise des événements avec chacun des membres. Aujourd'hui, c'est avec Ascoria, puisque donc une des 3 coordinatrices de l'ouvrage, Yvette Molina, qui va se présenter, donc dirige ce réseau, l'unité de recherche d'Ascoria. On aura prochainement, d'ici quelques semaines, un événement en webinaire avec la présentation d'une thèse réalisée dans le cadre du Préfixe, le laboratoire de sciences de l'Infocom. Et donc avec la présentation d'une thèse réalisée dans le cadre de ce laboratoire. Donc on organise comme ça un certain nombre d'événements qui sont co-organisés. Alors je voulais excuser Marc Rousseau, qui est le délégué général de la Grande École des Solidarités, qui ne peut pas être avec nous ce soir, hein, donc qui nous souhaite donc une belle soirée avec la présentation de cet ouvrage. Et puis je voulais également en profiter pour remercier très chaleureusement Audrey Husson et Fabrice Courreau, qui sont dans la salle, qui font partie de l'équipe de la Grande École Solidarité et qui ont beaucoup travaillé pour préparer cette soirée. Et puis également Laetitia, documentaliste qui doit être quelque part ici, et voilà, qui a œuvré également pour l'organisation de la table de presse avec la vente de l'ouvrage à l'extérieur, et puis également Johan qui est quelque part là-bas et qui s'occupe lui de tout ce qui est enregistrement. Voilà. Donc merci à tous ces collègues sans lesquels la séance n'aurait pu avoir lieu. Voilà. Et je passe la parole à Isabelle Fian qui va animer cette table ronde. Merci Philippe, bonsoir à tous. Donc, je suis Isabelle Fian, je suis là au nom d'Ascoria, Campus des Solidarités. Et j'ai la chance, effectivement, de pouvoir animer cette table ronde avec l'ensemble de nos invités, co-direction et co-auteurs pour cet ouvrage, qui est un ouvrage, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont déjà eu entre les mains ou si vous venez le découvrir. Peu importe, les deux vous êtes les bienvenus pour les deux, mais il sera à votre disposition d'ailleurs à l'issue de cette présentation grâce à l'établi des mots, puisqu'il y aura un temps de dédicace à l'issue de cette présentation. Donc merci à vous, je vois en haut de l'amphi, là, merci à vous d'être là. Et on partagera d'ailleurs à ce moment-là un petit pot, un petit verre de l'amitié pour prolonger éventuellement les échanges. Alors effectivement, la Grande École des Solidarités et Ascoria Campus des Solidarités ont tout intérêt de réfléchir à la question des interférences en fait entre 2 sphères qui parfois cohabitent, parfois se tendent, parfois collaborent. En tous les cas, il est clair que l'action des travailleurs sociaux et les besoins des publics interfèrent souvent entre ces 2 sphères-là, et que l'enjeu politique concerne la construction en fait d'un commun au cœur de cette pluridisciplinarité
pour promouvoir la santé sociale, pour lutter contre les inégalités ou pour le dire plus positivement, pour activer et développer les solidarités en donnant une place réelle aux personnes. Et je crois que cette question-là traverse votre ouvrage. Vous y reviendrez probablement. Et également une reconnaissance de chaque professionnel, que ce soit du côté du domaine médical ou du domaine social. Et cela aussi, votre ouvrage le porte de façon convaincante et convaincue. Alors, dans nos contextes sociétaux et territoriaux, en fait, d'intervention institutionnelle et interinstitutionnelle, il est intéressant de penser, de viser, en fait, un idéal de coopération, on pourrait dire. Là aussi, c'est un terme que vous utilisez dans votre ouvrage, donc vous nous l'expliciterez probablement. Au cœur des solidarités, puisque, et là j'en ai l'intime conviction, soigner et prendre soin sont effectivement complètement corrélés. De nouvelles compétences et certifications de compétences d'ailleurs attestent de cette nécessité d'articuler ces secteurs d'intervention. Pour ne citer qu'un exemple, France Compétences crée une nouvelle certification sur exercer une mission de référent de parcours santé et social, une formation de 120 heures qui effectivement va véritablement sur l'apprentissage et la connaissance en fait des coopérations entre ces deux sphères. Mais je ne vais pas en dire plus, on va laisser la parole tout d'abord en fait aux co-directions, en fait aux co-directeurs et directrices de cet ouvrage, Yvette, Françoise et Jean-François. Vous allez dans un premier temps nous présenter l'ouvrage dans sa globalité en fait pour qu'on puisse en saisir un peu la structuration, la genèse. Et puis nous donner les axes forts de cet ouvrage. Nous continuerons ensuite, et merci d'être là, Déborah Ridel de l'EHESP, avec vous pour une discussion scientifique. Vous nous donnerez votre analyse de cette lecture. Et puis ce sera aussi l'occasion d'interagir avec nos invités. Et puis nous continuerons avec 3 auteurs, co-auteurs, qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage, avec Philippe et Yvette d'ailleurs, puisque vous étiez 2 dans cette rédaction-là, autour des politiques publiques dans le cadre effectivement du logement, dans une intersectionnalité, on reviendra sur ce concept. Et puis Christophe et Patrick, plutôt là dans le champ de la protection de l'enfance, sur la question effectivement de la santé des enfants qui sont effectivement confiés dans le cadre de cette protection de l'enfance. Merci à tous d'être là et sans plus tarder, je passe la parole donc à Yvette. Vous avez des micros qui fonctionnent. Nous aurons bien évidemment un temps d'échange avec vous, ça c'est important, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à noter éventuellement vos questions, vos remarques, vos expériences, pour qu'au moment du débat, vous puissiez bien évidemment interagir. Merci. Merci. Merci aux organisateurs et organisatrices de nous avoir invités, donné cette opportunité de présenter cet ouvrage qui est déjà sorti il y a presque un an, en juillet 2023. Bonsoir à toutes et à tous, bien évidemment, et merci de l'intérêt que vous portez à venir échanger avec nous sur cette production éditoriale qui nous tient bien à cœur. Donc moi, je vais commencer le propos en resituant la genèse de cet ouvrage, de ce livre. Pourquoi finalement nous avions décidé avec Françoise et Jean-François de nous lancer dans cette aventure d'un ouvrage sur ce qu'on a appelé l'intervention sociale aux frontières du médical. Alors ce projet il s'ancre historiquement dans un réseau
dans lequel nous évoluons avec Jean-François, avec Françoise, et puis avec d'autres, avec Philippe et puis d'autres. Un réseau qui croise à la fois la dimension scientifique, la formation et les pratiques professionnelles, l'intervention sociale. Et donc c'est un réseau qui s'appelle le groupe thématique, dont l'intitulé est le suivant, professionnalisation au pluriel de l'intervention sociale, et qui est un groupe thématique rattaché à l'EFRIS, l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale. Donc, pourquoi nous le précisons? Parce que vous le verrez ensuite dans les présentations, mais cet ouvrage est une illustration et donne la parole à la fois à des expériences de pratiques professionnelles, mais aussi des travaux de recherche et des expériences de formation. Donc nous sommes très attachés à ce croisement des trois niveaux de logique, de dynamique, et ce qui explique aussi en partie la question des frontières, même si on l'a abordé du point de vue des frontières entre le médical et le social, et je laisserai tout à l'heure Jean-François en parler un peu plus amplement. En tout cas, ce réseau dans lequel nous nous inscrivons n'est pas nouveau. Si cet ouvrage est sorti en 2023, il est issu d'un travail qu'on avait mis en place et d'un séminaire que nous avions organisé avec Jean-François, Françoise et d'autres collègues autour de l'articulation à l'époque du médical, de la santé et du social, un séminaire qui s'était tenu en 2021. Voilà, il était prévu en 2020, confinement oblige, et reporté en 2021, et donc à Louvain-la-Neuve. Et donc ce séminaire avait rassemblé un certain nombre d'acteurs, de chercheurs, de formateurs, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de professionnels, et avait donné lieu à une production très stimulante, très féconde sur le sujet. Et donc, à l'issue de ce séminaire, nous nous étions dit, mais il faut en faire quelque chose finalement, et il faut publier toute cette richesse qui a été réfléchie, pensée, mise en acte par les expériences vécues, etc. Donc voilà, c'est ce qui a donné lieu à cet ouvrage. Et maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Jean-François, qui va nous exposer la problématique générale de l'ouvrage. Merci Yvette et bonjour à tous et toutes. Donc cette problématique, c'est bien évidemment donc, l'intervention sociale aux frontières du médical. Ça part d'un constat historique, c'est de dire que le travail social ou l'intervention sociale, peu importe, historiquement, a toujours été influencé par quantité d'autres champs. Qu'on pense au champ économique, il s'agissait dès les prémices de la professionnalisation des métiers du social au tournant des 19e et 20e siècles, mais il s'agissait de faire avec les gens des budgets, des ménages, etc. Il s'agissait aussi, on était aussi influencé par le champ juridique, il fallait faire respecter certaines règles, certaines normes, il fallait aussi promouvoir certaines normes, notamment dans le champ la protection de l'enfance, de la jeunesse, l'influence aussi du champ religieux avec des définitions de l'excellence de ce qu'est une famille, de ce qu'est la parentalité, de ce que sont des bonnes relations entre les gens, etc. Du champ religieux, mais aussi du champ laïque, avec les mêmes principes de moralité qui étaient présents, et bien évidemment aussi le champ médical qui était très présent, notamment avec l'hygiénisme, où l'hygiénisme, c'était une espèce de pierre fondamentale des deux premiers métiers du travail social, les visiteuses d'une part et les surintendantes d'usine d'autre part. Alors, c'est là-dessus, c'est de ce constat qu'on est parti, en définissant aussi l'univers du travail social comme un univers ouvert à toutes ces influences et hétéronormé, donc avec des normes qui sont imposées par d'autres champs sociaux à l'intérieur du travail social. Problématique qu'on a voulu travailler aussi au départ des professionnels du travail social, et donc des professionnels du travail social ou de l'intervention sociale, mais vraiment au sens large, donc sans s'arrêter au métier canonique du travail social. Et enfin, dans cette problématique, notre volonté, c'était on est tous plus ou moins chercheurs ou en tout cas formateurs ou engagés dans le travail social,
produire de la connaissance scientifique, mais aussi produire des connaissances qui soient utiles et articulées aux connaissances des professionnels. Voilà. Et donc pas de faire de la connaissance pour de la connaissance, mais vraiment de la connaissance articulée sur le terrain, sur l'implication sur le terrain. Alors, s'agissant plus particulièrement de l'ouvrage, 3 parties, on va chacun décliner une partie. Première partie qui est centrée sur la domination, ce qu'on a appelé la domination du champ médical sur l'univers du travail social. Simplement dire aussi que cette partie a été coécrite par 4 autrices professionnels qui étaient engagés à ce moment-là dans un master en ingénierie et action sociale, donc à Louvain-la-Neuve en Belgique, et qui s'inséraient dans une recherche d'un labo de recherche dont je suis le responsable à Louvain-la-Neuve, autour de cette influence du champ médical sur le travail social. Alors, très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelques caractéristiques de cette domination, c'est d'abord de faire le constat que cette domination, qu'on le veuille ou non, elle existe, domination du champ médical sur l'univers du travail social, et qu'il y a un travail d'occultation qui est assez important, qui est mené justement pour nier ce travail de domination. Alors, cette occultation, elle répond, c'est une condition de possibilité pour les professionnels du travail social d'un travail qu'ils appellent clinique ou thérapeutique. Alors, occultation qui vise donc à se présenter les travailleurs sociaux comme étant à l'égal des personnels médicaux. Alors, ça peut se passer sous plusieurs modes, au moins 2, c'est le fait de l'assistance, l'assistance sociale aux médecins. On vient apporter au médecin une assistante sociale qui vient compléter le travail du médecin. Assistance, ou une autre possibilité, c'est l'alliance, où on se dit complémentaire au travail médical, en disant on est tous dans un travail pluridisciplinaire, multidisciplinaire, où les positions seraient égales, et donc il y a une volonté d'horizontaliser les relations. Cette horizontalisation, elle se fait aussi sous l'effet de ce que Pierre Bourdieu, mais avant lui, beaucoup d'autres sociologues ont appelé la violence symbolique. Ça veut dire que les travailleurs sociaux ont intégré cette domination médicale et que eux-mêmes participent à cette domination en ayant intégré ces schèmes de domination. Première chose. Deuxième chose aussi, c'est que les travailleurs sociaux sont en attente de reconnaissance de la part des médecins, et simplement parce qu'en étant légitimés par les médecins, ils bénéficient par procuration de la légitimité sociale des médecins. Et troisième chose, vraiment pour aller vite, c'est de montrer qu'il ne faudrait pas non plus voir cette domination comme quelque chose de 2 clans qui s'affrontent. À l'intérieur du champ médical, il y a d'énormes dominations, qu'on pense simplement, c'est documenté dans le livre, qu'on pense simplement à la différence entre les psychiatres, qui d'une certaine manière sont une forme de l'élite médicale, aux médecins généralistes, qui eux sont dans des positions dominées à l'intérieur du champ médical. Voilà. Donc il y a des dominations à l'intérieur du champ médical, et aussi à certains moments, l'univers du travail social n'est pas qu'un univers dominé. Il y a 2 exemples où, dans des lieux d'écoute pour toxicomanes, on voit très bien que les gens qui coordonnent ça, c'est des travailleurs sociaux, notamment des professionnels qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont dans leur personnel des médecins généralistes, mais c'est des jeunes médecins généralistes qui rentrent dans leur carrière médicale par ces emplois dans des centres d'écoute pour personnes toxicomanes. Et à ce moment-là, ils ont besoin des travailleurs sociaux parce qu'ils sont complètement démunis par rapport aussi à une population, à des bénéficiaires qui sont assez éloignés de ce qu'on leur a appris dans leur cours. Donc montrer aussi que cette domination, elle n'est pas uniforme, elle est complètement hétérogène aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, je cède la parole. Françoise va parler après, vous inquiétez pas. Donc, sur la deuxième partie, on a, au-delà de la question de
de relations de pouvoir ou de rapports de domination, comme vient de l'expliquer Jean-François. On a essayé de voir quelles étaient les expériences et les travaux de recherche menés sur les questions de coopération et de médiation. Alors, on nous a souvent interrogé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on présente l'ouvrage, mais on nous a souvent interrogé sur « mais pourquoi vous parlez de médiation ?» Et ça, c'est un thème qu'on avait beaucoup discuté, notamment avec l'expert relecteur, parce que quand on écrit un ouvrage, on n'est pas complètement autonome, on a toujours des relectures, des comités de lecture ou des experts qui nous relisent et qui nous pointent du doigt, mais vous avez dit ça, mais pourquoi, etc. Donc voilà, donc il faut argumenter, réfléchir et aller plus loin. Et donc on s'est rendu compte que dans les 4 textes qui viennent alimenter cette deuxième partie, coopération, médiation, on avait beaucoup d'expériences autour de la médiation entre ce qu'on a appelé les segments professionnels. Pour se référer à la sociologie des professions, on parle de la segmentation professionnelle, y compris au sein de même groupes professionnels. Et donc, médiation, alors un premier texte par exemple qui évoque le métier d'art-thérapeute à la frontière du travailleur social et de la thérapie, enfin, et du thérapeute, et donc une place toujours un peu aux frontières d'eux, et comment se construisent ces identités et ces places dans les organisations sociales et médico-sociales, en milieu hospitalier aussi. Enfin voilà, on a beaucoup d'exemples de milieux hospitaliers. Et puis on a un second texte aussi sur d'une collègue suisse, là encore, le premier c'était un collègue suisse, et puis un deuxième texte qui porte sur la prévention du suicide en milieu scolaire, la prévention du suicide chez les jeunes en milieu scolaire, et là aussi comment les équipes d'enseignants, mais aussi de médiateurs scolaires, avec les travailleurs sociaux, avec des personnes qui ne sont pas enseignants, qui ne sont pas dans la culture de l'enseignement, qui ne sont pas non plus dans la culture médicale, comment ces communautés peuvent faire du commun en travaillant ensemble par la médiation et les coopérations. Et puis on a un autre texte qui expose comment se construisent les identités des jeunes travailleurs sociaux, des jeunes professionnels qui sont minoritaires dans des gros établissements hospitaliers, par exemple. Et là, en l'occurrence, dans ce troisième texte, on a une équipe de 7 travailleurs sociaux, 7 éducateurs spécialisés qui débarquent, qui est jeunes professionnels, fraîchement diplômés, et qui se retrouvent face à une multitude de métiers de la santé. Ils sont 700 en face, donc comment, on va dire marginalement, ils arrivent à faire leur place pour faire du lien entre le médical et le social dans cette configuration du médico-social, mais avec une plus forte représentation du médical. Et puis on a un 4e texte, alors c'est Jean-François qui l'a écrit, parce qu'au-delà de diriger le bouquin, co-diriger le bouquin, on a aussi écrit nos chapitres à l'intérieur de cet ouvrage, et donc plutôt un texte avec une approche ethnographique, comment, donc à partir de différents travaux de recherche, comment le travailleur social se situe dans l'antre, entre le médecin et entre l'usager ou l'usagère, ou le patient, comme on voudra l'appeler, et quel est ce rôle d'intermédiation et entre ces différents acteurs et le rôle de ce travailleur social. Je te laisse la parole maintenant pour la 3e partie. Oui, merci, bonjour ou bonsoir. Alors la 3e partie, le chapitre s'intitule « Politique publique à l'articulation du médical et du social ». Vous pensez bien qu'en abordant les points que viennent d'évoquer Jean-François et Yvette, il n'était pas possible de ne pas prendre en compte aussi les dimensions qui touchent aux politiques publiques. Et les épreuves de professionnalité face aux finalités des contextes politiques, de politique publique, impliquent, et on le voit fortement dans ce chapitre, des transformations dans des rapports de travail. La question d'un commun, tu viens d'en parler, et d'une complémentarité, la question de l'antre, à construire des frontières aussi, à construire des finalités et des pratiques plurielles. Le risque de sanitarisation et de traduction des problèmes éducatifs et sociaux en problèmes de santé,
je ne vais pas plus loin par rapport, puisque tout à l'heure, vous serez les trois et vous êtes les auteurs principaux de cette partie, de cette troisième partie. Et il y a une chercheur québécoise de l'Université de l'UQAM à Montréal qui a réfléchi à partir de 3 recherches. Une recherche qui a été faite auprès de personnes en situation de handicap, une autre face à des femmes précarisées et une troisième qui concernait aussi des femmes existant dans la rue. À partir de ces 3 recherches, en 30 ans de recherche, elle a réfléchi, elle met en évidence combien il y a un manque de reconnaissance du travail social. Donc vous savez que c'est un point sensible qui est souvent évoqué, en tout cas en Suisse, mais aussi en France, et y compris au Québec. Et ce qu'elle fait apparaître aussi, et qui interroge la recherche en quelque sorte, tout en valorisant la recherche collaborative ou participative, elle montre qu'il y a une grande faiblesse, en tout cas dans son propos, quant à la non-mutualisation des méthodes de recherche. Il s'agit de Lucie Dumais, ou Dumais plutôt. Hein. Donc cette troisième partie, on aura l'illustration par vous trois tout à l'heure, et c'est intéressant parce que ça donne l'occasion d'entrer un peu dans les problématiques qui ont été relevées jusque-là. Très bien, merci, merci beaucoup à vous trois. Est-ce que c'est bon? Je pense, Jean-François, vous souhaitiez peut-être ajouter quelque chose? Non, ça va? Alors, on saisit déjà des concepts clés, des tentatives de, on va dire, de classification, en tous les cas, de référentiel par rapport aux différents types de coopération, aux différents types de liens, de relations. On a entendu parler effectivement de la question de la médiation, de l'intermédiation, cet entre-deux ou entre plusieurs d'ailleurs, puisqu'on n'oublie pas la place centrale de la personne concernée. Donc toutes ces pistes-là, je pense, résonnent fortement pour vous, Déborah Ridel de l'EHESP. Vous allez nous dire effectivement quels sont pour vous les axes d'analyse qui vous paraissent fondamentaux. Merci. Très bien. Merci, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation à discuter cet ouvrage. Donc pour commencer, peut-être je vais quand même dire 2 mots de qui je suis pour que vous sachiez à partir de quelle paire de lunettes j'ai lu cet ouvrage. Donc je suis sociologue du travail et de la santé. J'ai mené une recherche sur le travail soignant aux urgences, donc dans le milieu hospitalier, dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en 2021. Et je suis actuellement en post-doctorat à l'EHESP, où je travaille avec une équipe de chercheurs et chercheuses sur les politiques de coordination, et notamment des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place récemment, comme les dispositifs d'appui à la coordination, qui font le lien entre sanitaire, social et médico-social. Et donc, autant vous dire que la lecture de cet ouvrage a été pour moi très stimulante et a fait écho à beaucoup de mes recherches passées et actuelles. Donc, j'ai eu aussi l'occasion de réfléchir à la question de la coopération en santé, pour le dire large, entre professionnels de santé, en participant à la rédaction d'un autre ouvrage collectif. Donc c'est pas le but de faire la pub, mais je trouvais que ça venait vraiment en faire écho à ce que vous avez pu écrire aussi, donc je peux vous le faire passer si vous le souhaitez. Je pensais qu'on serait dans une petite salle de séminaire et que tout le monde aurait pu faire tourner l'ouvrage. On pourra le faire circuler. Voilà. Et donc c'est un ouvrage qui est intitulé Pratique de coopération en santé, regard sociologique. Et donc cet ouvrage-là, il ne parle pas majoritairement des frontières entre travail social et travail soignant. Mais il y a quand même une partie qui aborde les questions des enjeux juridictionnels et qui montre ces enjeux donc, de frontières, de juridiction, c'est-à-dire un peu, pour le dire crûment, on va dire, les enjeux de précaré de chacun, chacune, des groupes professionnels, etc. Et donc, dans cet ouvrage, il y a justement un chapitre qui a été écrit par Chloé Bussy, qui s'intitule « Travailleurs sociaux et paramédicaux, quelle coopération et rapport de pouvoir ».
ainsi que 2 contributions des frères Schlegel qui ont travaillé sur l'éducation thérapeutique du patient et sur la prise en charge des sans-abri, qui abordent beaucoup cette question de frontières entre sanitaire et social, et qui sont d'ailleurs, spoiler alert, en train d'écrire un article en ce moment pour Genèse sur la violence symbolique de la part des médecins, du monde médical, on va dire, dans la sphère du social. Et je pense que ça pourra aussi venir compléter la réflexion qu'on a aujourd'hui dans la lecture de cet ouvrage. Bref, je me suis trop écartée de l'ouvrage qui nous intéresse. L'intervention sociale aux frontières du médical, pour moi, ça a été un ouvrage qui montre bien l'importance déjà de la dimension holistique de la santé, le fait qu'on puisse prendre la santé au sens global du terme et que les patients, les usagers, les bénéficiaires n'ont pas que des problèmes de santé, mais sont aussi inscrits dans une dynamique trajectoire de vie, etc., qui peut aussi avoir des complications. C'est un ouvrage aussi qui montre l'importance de la dimension incrémentale, on va dire, du changement. L'idée de dire que l'évolution des choses et des habitudes, elle se fait chemin faisant, pas à pas, et que ça vient bien souvent en contradiction avec la temporalité de l'action publique et des politiques publiques qui sont souvent court-termistes. Et d'ailleurs, pour moi qui travaille actuellement sur des politiques intersectorielles, c'était un ouvrage particulièrement intéressant parce qu'il vient apporter un autre regard sur la coopération du point de vue ce qu'on appelle dans le jargon les effecteurs de soins, c'est-à-dire les personnes qui sont en contact direct avec les usagers, les bénéficiaires, les patients. Et ce qui soulève pour moi une première question, c'est comment ces professionnels des services de soins hospitaliers, des services d'accompagnement, etc., incorporent et vivent cette injonction en fait, à l'intersectorialité qui existe de plus en plus de nos jours et qui sont prônées notamment par ces politiques publiques. Est-ce que aussi ces politiques sont analogues dans les 4 sphères nationales qui sont abordées dans cet ouvrage, ce qui amène à une question subsidiaire, on va dire, sur l'apport épistémologique d'un regard croisé international et par conséquent sur l'échelle d'analyse adéquate aussi. Est-ce qu'on ne voit pas aussi des différences intra- ou infra-territoriales? Les dispositifs que j'étudie moi ici en Ille-et-Vilaine ont des implications différentes qu'en Île-de-France, par exemple, pour prendre un contexte strictement franco-français, désolé. Enfin, c'est surtout un ouvrage qui veut faire passer, pour moi, un message assez fort, une ambition politique de développer des pratiques réelles de collaboration entre sanitaire et social, quelque chose qu'on voudrait implémenter. Il me semble que c'est le souhait des coordinateurs et coordinatrices de l'ouvrage, dans les formations notamment, que ce soit des formations médicales ou celles de l'intervention sociale, avec des logiques communes à favoriser, etc. Ce qui soulève aussi pour moi une question pédagogique. Là, je mets ma casquette d'enseignante. Par exemple, quelles sont en fait pour vous les solutions pratico-pratiques, les moyens d'action aussi à notre échelle en tant qu'enseignant-enseignante, formateur-formatrice, pour développer ce lien? Parce que je vous avais parlé de Chloé Bussy en introduction, ce n'était pas pour rien, c'était aussi pour faire un lien où elle montre bien que les incitations au décloisonnement pèsent davantage sur les travailleurs sociaux que sur les paramédicaux, par exemple, parce qu'ils ont, en tout cas en France, pour un quart de leur formation qui est dédiée au travail en partenariat et en réseau, alors que ça ne semble pas vrai. Enfin, je demande à ce que ce soit confirmé, mais dans les professions médicales et dans les formations médicales, c'est aussi peut-être moins le cas dans les soins infirmiers ou dans le management en santé. Donc c'est des choses qui seraient intéressantes à développer. Et donc voilà, je suis preneuse de comment on pourrait faire ça ensemble. Ce qui amène à un autre commentaire aussi, peut-être un peu plus sociologique, on va dire, sur les enjeux de professionnalisation. On voit bien comment les travailleurs sociaux étudiés dans l'ouvrage remplissent souvent le rôle de nouveaux métiers intermédiaires. Alors pourquoi je dis nouveau? Je pense bien sûr à la recherche que je mène actuellement sur ces nouveaux dispositifs de coordination, où on a des travailleurs qui sont des coordinateurs, coordinatrices, à la fois provenant de formations d'infirmiers, infirmières, et aussi de travail social.
et qui ont le même intitulé de coordinateur et qui travaillent dans des équipes en commun et qui vont faire du lien. Et donc je trouvais ça intéressant aussi au regard de votre lecture d'interroger toutes ces questions de frontières que vous évoquez. Je dis aussi nouveau parce qu'on voit aussi dans l'ouvrage comment la collaboration elle s'effectue notamment dans des projets innovants. Mais là, peut-être que je m'avance un peu sur la suite de la discussion, notamment à travers un chez-soi d'abord, ou les nouvelles modalités de prise en charge, comme la désinstitutionnalisation, qui sont décrites dans la troisième partie de l'ouvrage. En tout cas, ça évoque une forme de savoir-faire particulier pour ces professionnels. Ils peuvent ainsi faire le trait d'union entre sanitaire et social, pour le dire vite. On pourrait aussi parler de marginal séquent, pour reprendre les termes assez anciens maintenant de Crozier et Friedberg, qu'ils ont défini comme un acteur qui est partie prenante de plusieurs systèmes d'action en relation avec les uns et les autres. Et on voit aussi là l'importance du langage, du vocabulaire qui est utilisé, de l'appropriation d'un jargon, ce qui implique aussi la nécessité de traduction, de partager une langue commune, et donc d'une certaine manière de faire une sorte d'acculturation. Ce qui amène donc un nouveau commentaire, et peut-être que je m'arrêterai là parce que je parle trop, sur les questions de rapport de pouvoir. Et sur ce point-là, donc Jean-François en a dit deux mots dans sa présentation. Et je pense que je serais peut-être un peu moins optimiste que vous, les coordinateurs, coordinatrices de l'ouvrage, dans le sens où dans la conclusion, vous apportez quand même une vision assez optimiste, où on pense que la hiérarchisation, la division du travail pourrait s'estomper avec un besoin de reconnaissance qui devient indispensable, etc. Alors si bien sûr je partage complètement cette vision d'une manière philosophique, pour moi il y a une petite nuance dans la question de l'horizontalité, la co-construction, qui pose en fait la question de ce que Joe Freeman avait appelé la tyrannie de l'absence de structure. Donc c'est un vieux texte aussi des années 70 aux États-Unis où elle avait montré que finalement, dès lors qu'on essaye d'être horizontaux, des nouvelles formes de pouvoir moins contrôlées se remettent en place et des prises de décision parfois plus arbitraires c'est des choses qui, à mon sens, devraient être questionnées. La solution à ça, c'est de pouvoir en discuter, j'imagine, et notamment dans des formations. Je reviens sur le premier commentaire. Et c'est et c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez présent en filigrane tout au long de l'ouvrage. On le voit à travers la question de la violence symbolique dont a parlé Jean-François, je crois, qui est notamment présent dans la première partie de l'ouvrage. Là, on pourrait se demander si finalement cette violence symbolique incorporée est aussi omniprésente. Est-ce que ça ne veut pas dire que d'une certaine manière, ce serait le revers de la médaille, le pendant de la coopération ? Autrement dit, est-ce que ce ne serait pas une condition sine qua non de la collaboration, notamment entre médecins et travailleurs sociaux ? Et donc, peut-être je finirai sur un dernier point, c'est que cet ouvrage, il prône donc une volonté de changer les conditions de travail pour une meilleure connaissance, une meilleure interconnaissance, une reconnaissance entre les métiers, les groupes professionnels. Mais quid des conditions d'emploi ? Il en est parfois fait mention dans certains des chapitres, mais c'est peu abordé. On le voit aussi très bien dans l'ouvrage, l'impact des problèmes structuraux, le manque de moyens, le New Public Management en bon français, la nouvelle gestion publique qui interfère et qui va impliquer des réductions de durée d'hospitalisation, etc., qui ont un impact direct sur ces professionnels. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas toujours les fonctions intermédiaires qui en pâtissent le plus, parce qu'ils doivent jouer justement ce rôle de tampon, de variable d'ajustement, ce qui peut parfois d'ailleurs décourager comment faire lorsqu'il n'y a plus assez de moyens. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Déborah. Alors, plein de questions, plein de fils à tirer. Peut-être les co-directeurs de cet ouvrage peuvent en saisir quelques-uns pour ce temps qui est tellement réduit, mais au moins peut-être 3, un chacun, on va dire ça comme ça pour la répartition, ceux qui vous tiennent le plus à cœur, on va dire, ou
en préférence, en tous les cas, pour ce temps d'échange avec les propos de Déborah. Je veux bien commencer, collègues. Ouais. Je vais commencer par la dernière question, parce que c'est la plus facile. Je triche un peu. Et ça me permet de rebondir justement sur quelque chose dont j'ai omis de parler, voilà, que j'ai passé sous silence. C'est qu'en fait, sur la question des emplois et des évolutions, notamment dans le cadre du New Public Management, la nouvelle gestion publique, comme on dit voilà, dans l'espace francophone, en fait, on a déjà écrit un bouquin là-dessus, qui est sorti en 2014, il y a 10 ans. Et justement, toujours dans ce même réseau que j'expliquais tout à l'heure, le réseau du GT, enfin du groupe thématique professionnalisation de l'intervention sociale, où nous avions, c'est un bouquin qui s'intitule Dynamique du travail social en pays francophones. Et là aussi, on a fait une comparaison internationale, toujours aux éditions suisses de l'IES. Donc, je profite de remercier l'éditeur IES, parce qu'on ne l'a pas fait d'entrée de jeu, quoi. Donc voilà, au détour, j'en profite pour le faire. Merci aux éditions IES de nous avoir soutenus dans le projet. Et c'est vraiment quelque chose, un volet qu'on a pas mal développé, notamment dans le travail, plus dans le travail social. Et au-delà de la question de la nouvelle gestion publique et des conséquences que cela a sur les emplois, et on montre bien dans l'ouvrage d'il y a 10 ans que ça touche tous les secteurs, c'est une lame de fond. Ça touche à la fois le secteur du social, que le secteur de l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur, que le secteur de la santé, etc., etc. Donc là, il y a eu moult travaux qui ont été faits. Nous, on a fait ce travail-là aussi, et on le cite, je crois d'ailleurs, dans l'ouvrage. Voilà, enfin, c'est plus facile pour moi de répondre là-dessus. Après, sur les autres questions, je vais peut-être laisser Jean-François et Françoise y aller. Ouais, je ne sais pas si je vais vous répondre d'une manière précise par rapport à l'une ou l'autre des questions, mais où j'aimerais rebondir à partir de ce que vous avez soulevé, c'est l'importance qu'a cet ouvrage quant à mettre en lumière des pratiques, des difficultés, des confrontations qui peuvent exister dans ces secteurs, que ce soit de la santé ou que ce soit entre le social et la santé. Donc cette mise en lumière de difficultés dans les rapports que peuvent exister les professionnels, parce que je crois que c'est très important de se rendre compte qu'il y a des aspects qui déterminent aussi ces rapports conflictuels, qui très souvent sont lus comme étant des conflits interpersonnels et de non prise en compte des contextes, de non prise en compte des différences de formation, de non prise en compte des spécificités des formations et de la difficulté aussi à construire, à co-construire quelque chose ensemble. Et dans ce sens-là, alors je ne sais pas si on ira plus loin tout à l'heure, mais dans ce sens-là, je crois beaucoup à des questions qui touchent et qui pourraient aider, c'est-à-dire des formations communes. Et sans formation commune, mais derrière cela, il y a des volontés des écoles et des universités, mais il y a aussi des volontés politiques quant à des ressources à mettre en place, justement, des formations communes. Puis c'est un vaste chantier quand même. Et l'autre aspect, je crois que au sein des pratiques, c'est important aussi d'arriver à instituer des espaces de parole. Et ça, c'est un coût aussi. C'est un coût financier, c'est un coût en termes d'investissement. Et je pense que ça peut aider en partie, justement, à évoquer tous ces aspects qui sont en jeu. Tout d'abord, merci Déborah pour cette lecture. Enfin, moi, je l'ai trouvée très intéressante avec une série de questions. Oui, c'est d'angle mort du bouquin, mais de toute façon, dans une dynamique comme celle-là, on peut pas tout traiter, c'est évident. Mais je trouve que les questions que tu poses sont vraiment intéressantes. À revenir sur notamment ce que tu appelles le moins d'optimisme.
Alors ça, c'est tous les trois, alors on n'en a pas parlé, mais tous les trois aussi, on vient, enfin, initialement, on est des professionnels du travail social, et je pense aussi, comme beaucoup ici d'entre nous, des caractéristiques des travailleurs sociaux, c'est, enfin, pour le dire poliment, c'est de rêver la bouche ouverte, quoi. Voilà. Mais après, on se rend bien compte que c'est évident, enfin, c'est pas du tout évident, hein, et que, oui, on essaye et on espère toujours, quoi. Et on donne ce qui pourrait apparaître comme des pistes. Il y avait peut-être un petit espoir juste après le Covid-19. Et voilà. On pensait que peut-être les travailleurs sociaux, médico-sociaux, allaient un peu être... On a bien vite déchanté, quoi. Et on a vu aussi que certains médecins étaient peut-être plus attentifs et il y en a, c'est indéniable. Mais il y en a aussi qui ont partie liée, parce qu'à l'intérieur du champ médical, je disais, il y a des formes de domination, et le champ médical subit aussi des formes de domination, notamment de la part des gestionnaires, dans le milieu hospitalier, dans les autres milieux, quoi. Mais il faut bien le dire aussi, il faut être clair là-dessus, certaines franges du monde médical ont partie liée avec le monde gestionnaire. Et l'optique du monde médical, ce n'est pas nécessairement le bien-être des personnes, c'est aussi l'intérêt financier, très clairement. Et donc là, il y a des tensions fortes avec l'univers du travail social qui n'est pas en position de force par rapport à ça. Et je fais l'articulation avec une des choses que tu as soulignées, c'est ces nouveaux métiers intermédiaires, ces nouveaux métiers de coordination intermédiaire, où on rencontre des personnels qui viennent du monde social et qui viennent du monde infirmier, etc. Et là, c'est peut-être un enjeu, et ces métiers-là se développent, et en tout cas, je pense que c'est un enjeu politique très important pour eux, quoi. Mais en tout cas, merci pour ta lecture et merci pour tes questions. Merci à vous pour le prolongement des questions et de l'analyse de Déborah. Merci pour ces ouvertures qui sont autant pour vous peut-être de nouvelles questions ou des envies d'aller approfondir certains aspects. Alors, on va en approfondir au moins deux à travers effectivement vos co-écritures. Une peut-être autour des questions qu'on pourrait reprendre à partir de ce que Déborah nous a proposé de transactions professionnelles, ou en tous les cas d'intersectionnalité, telle que vous l'avez nommée. Autour des politiques publiques du logement, et notamment avec l'exemple assez frappant, je ne sais plus qui en a parlé, peut-être Déborah, de un toit d'abord, un chez-soi d'abord. C'est pas tout à fait pareil non plus, la manière d'habiter. Donc effectivement là, il y a des choses intéressantes à regarder en fait sur cette expérience-là, innovante. Et puis, dans un deuxième temps, nous irons plutôt du côté, peut-être pour reprendre le thème fort là, du risque de sanitarisation que vous abordez, notamment au prisme de la protection de l'enfance. Donc, Philippe, peut-être dans un premier temps, avec Yvette, ou comme vous le souhaitez. Philippe. Voilà, donc je vais parler seul, mais au nom de nous deux, puisque nous avons coécrit donc un chapitre dans cet ouvrage qui s'intitule « Des pratiques interstitielles aux confins des segments de l'intervention du social et du médical », et vous allez comprendre pourquoi on parle de segments. Et donc ce chapitre, il présente la manière dont tous les deux nous avons saisi les enjeux des collaborations entre des intervenants sociaux et des professionnels du secteur de ce qu'on va appeler l'insertion par le logement dans un dispositif particulier qui s'appelle effectivement un chez-soi d'abord, qui a été construit en France sur le principe du Housing First, qui est issu des pays anglo-saxons, des États-Unis notamment, dans les années 1980, et qui consiste à installer des gens dans des logements et puis à développer ensuite tout un accompagnement social et médical, plutôt que de le faire en sens inverse. Ces collaborations, on pourrait se dire, sont très éloignées des questions des frontières entre le médical et le social, mais elles rejoignent bien le sujet de l'ouvrage, puisque le dispositif Un chez-soi d'abord concerne souvent des personnes développant des problématiques en santé mentale. Et il conduit donc, ce dispositif, des intervenants sociaux à construire des collaborations avec des intervenants en psychiatrie.
Yvette et moi partageons une pratique de recherche inscrite notamment dans la sociologie du travail, mais avec une orientation en sociologie des groupes professionnels pour Yvette et une orientation en sociologie de l'action organisée pour moi. Et nous avons combiné nos regards, c'est-à-dire que nous avons combiné ce que l'une et l'autre, nous avons appris à regarder dans notre parcours de recherche. Et nous avons donc pu ainsi interroger de manière complémentaire ce qui se joue des frontières professionnelles dans ce dispositif Un chez soi d'abord, dans ce que nous avons appelé des pratiques interstitielles aux confins des groupes professionnels. Nous avons tout d'abord mis l'accent sur le fait que, comme dans d'autres institutions et partenariats aujourd'hui, les organisations dans lesquelles exercent les travailleurs sociaux, que le travailleur social y soit le cœur de métier ou au contraire un métier périphérique, ces organisations sont en effet loin d'être homogènes. Des pratiques diverses s'y déploient et combinent des finalités et des enjeux pluriels, conduisant parfois les intervenants à devoir tenir des exigences et des logiques qui sont peu compatibles entre elles. Cette situation de diversité n'est pas propre aux organisations de travail, ça a déjà un peu été dit, elle est également, cette situation de diversité, repérable au sein des groupes professionnels, des professions, des métiers. Et on s'appuie notamment sur Bücher et Strauss, qui dans un article de référence mobilise la notion de segment, la voilà, elle arrive cette notion, pour désigner des identités, des valeurs et des intérêts diversifiés et multiples au sein de la médecine. Donc ça nous éclaire particulièrement. Un autre chercheur qui fait référence aujourd'hui, Abbott, de son côté, évoque des concurrences interprofessionnelles, s'agissant des rivalités qui portent sur la définition de l'activité légitime et la délimitation d'une juridiction professionnelle, un terme qui a déjà été utilisé, donc c'est-à-dire d'un périmètre professionnel. Ces concurrences entre juridictions professionnelles se jouent également dans la réalisation du travail et dans la capacité pour les groupes professionnels à montrer des compétences qu'ils pensent supérieures aux autres dans leur efficacité professionnelle. Alors, comment penser ces problématiques pour l'intervention sociale ? Ce qui caractérise l'intervention sociale, c'est le fait de travailler sur des difficultés vécues par des personnes à trouver leur place dans des enjeux sociaux et dans des politiques publiques diverses, et donc à prendre en compte des problématiques d'éducation, de justice, de travail, de logement, etc., et ici également de santé. Cette situation est à mettre en lien avec le fait que dans l'intervention sociale, la coopération entre les groupes professionnels fonctionne comme un idéal de la complémentarité. On a déjà un peu abordé cette question-là. Et dans cet idéal, il s'agit de garantir la reconnaissance de l'expertise singulière de chacun des groupes, comme l'a montré notamment Yvette dans ses travaux. Et donc, dans la lignée de Bücher et Strauss, déjà cité, Yvette aborde la question de la coopération à l'aide de la théorie de la segmentation professionnelle entre les groupes, qui permet à chacun de ces groupes professionnels de revendiquer son périmètre singulier d'intervention. Cette délimitation entre les groupes se pose comme une garantie de reconnaissance d'une culture, mais aussi d'une expertise singulière de chacun d'eux. C'est à partir de cette diversité et de cette revendication à la reconnaissance des prérogatives professionnelles que l'on assiste à des négociations, à des transactions, un autre terme qui a déjà été utilisé, qui se révèlent nécessaires à la coopération entre les différents protagonistes dans l'espace d'un ordre négocié, comme Strauss nous y invite. L'exemple de cette expérimentation, Un chez soi d'abord, est une illustration significative de ces volontés de négocier, de transiger, d'aboutir à un ordre négocié. Et dans ces configurations, plusieurs phénomènes peuvent se produire, on les met en évidence, des rapports de pouvoir fréquents aux frontières du médical, entre le médical et le social, comme l'ouvrage le montre bien, mais également des capacités à conjuguer des logiques différentes et à reconnaître une place légitime aux différents types d'intervenants. Et donc, dans notre chapitre, nous mettons plus particulièrement l'accent sur la construction de communs, de mondes communs, d'espaces communs, de pratiques d'actions communes. Ces communs émergent quand les acteurs communiquent également, c'est-à-dire quand ils construisent du commun, quand ils construisent des compréhensions communes, où les divers énoncés professionnels qui coexistent sont traduits dans un langage qui prend sens pour tous les interlocuteurs. Les communs se concrétisent également dans des espaces communs où les différents acteurs découvrent des places et des rôles complémentaires. Chemin faisant, comme ça a pu être dit, et souvent des processus assez longs et assez lents.
Mais ces dynamiques convergentes n'en restent pas moins toujours lestées de désaccords. Les interactions sont donc coopératives, mais également conflictuelles. Et ce qui est en jeu, ce sont des questions de fond, des orientations à donner à l'intervention, reposant sur des représentations des problèmes et des solutions. Il est ici question des finalités qui font agir les actrices et les acteurs et de leur concrétisation dans des modes opératoires qui ne se correspondent jamais tout à fait entre eux. Pour le dire simplement, accompagner, ce n'est jamais tout à fait la même chose que soigner. Et les exigences de la pratique du soin et de la pratique de l'accompagnement ne sont pas les mêmes. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à les mettre en discussion, à les mettre en complémentarité, voire à transiger entre ces exigences diverses. Pour cela, nous mobilisons dans notre chapitre 2 concepts et 2 théories pour rendre compte de ces interactions coopératives conflictuelles. Tout d'abord, une théorie proposée au départ par Jean Rémy, un sociologue belge, qui analyse ces processus à l'aide du concept de transaction sociale. Ce concept vise à rendre compte du fait que les actrices sociales, les acteurs sociaux, lorsqu'elles et ils agissent, sont conduits à transiger entre des options différentes et à construire ainsi un monde social provisoire. Le concept de transaction sociale donne la possibilité de penser, je cite maintenant Jean Rémy, de penser le processus qui permet de trouver des accommodements sur ce qui n'est pas négociable. Ça peut paraître un peu paradoxal de le dire ainsi, mais c'est à ça que ça aboutit. Trouver des accommodements sur ce qui n'est pas négociable et d'élaborer des compromis qui, sauf exception, ne débouchent pas sur un accord complet ou un consensus, mais permettent une coopération conflictuelle. C'est un peu oxymorien tout cela, mais c'est cela qu'essaye de rendre compte le concept de transaction sociale. Et puis, autre théorie, autre manière de voir les choses que je propose, dans le repérage que j'ai fait moi-même d'un autre processus complémentaire à celui de la transaction sociale et que j'ai nommé hybridation sociale. Ce concept d'hybridation sociale rend compte du fait que régulièrement, l'irruption dans des interactions de coopération d'un nouvel enjeu ou l'arrivée d'une autre actrice ou d'un autre acteur social qui porte une nouvelle logique, crée une nouvelle scène d'action qui va se structurer autour de cette nouvelle logique qui arrive dans l'interaction. Donc les parties prenantes d'une interaction de coopération oscillent ainsi au gré de scènes sociales qui se succèdent d'une logique d'action à une autre. Et quand les collaborations s'inscrivent dans le temps et construisent un commun au fil des mois et des années, cette dynamique de succession de scènes d'action se stabilise au sens où ces alternances entre des scènes d'action différentes et des logiques d'action différentes deviennent habituelles et constituent la configuration normale du jeu social. Le jeu social consiste donc en une alternance de scènes et de logiques qui permettent que d'une scène à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes qui mènent le jeu. Au final, les différents acteurs trouvent matière, quand ce commun-là, fait d'alternance de scènes diverses, se produit, à faire vivre ce qui compte pour eux sur certaines scènes où ils interagissent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour cette ouverture aux transactions, aux négociations, au consentement en laissant place au conflit qui peut être producteur de sens commun. Conflictualité, plutôt, peut-être, conviendrait bien. Merci à vous qui effectivement allez terminer ce tour d'horizon par votre coécriture autour des questions effectivement de la santé des enfants protégés. Merci Patrick et Christophe. Bonsoir à toutes et tous, et puis j'en profite puisque l'opportunité nous est donnée de remercier la direction d'ouvrage de nous avoir joints à ce travail d'écriture et de rejoindre un réseau qui est très stimulant avec une maison d'édition dont je tiens à souligner l'originalité, qui est capable de regarder sous différents angles des questions qui sont habituellement relativement cloisonnées. Je veux dire par là qu'il y a les travaux de recherche d'un côté et puis de l'autre d'autres types de travaux qui sont tout à fait intéressants, mais qui ne trouvent pas forcément leur place à hauteur de ce qu'ils devraient. Donc merci beaucoup de ça. Christophe et moi avons beaucoup apprécié cette collaboration-là. C'est l'occasion de le souligner et de le dire.
En quelques mots, on est plutôt, nous, sur une approche un peu empirique, en croisant différents travaux qui reposent pour l'essentiel. Le corps principal de notre propos repose sur un travail d'enquête que nous avons effectué avec Christophe pour l'Association nationale des maisons d'enfants à caractère social, l'ANMEX, à la faveur d'un colloque qui s'est tenu en 2021. Et donc dans cette enquête, il y a eu un premier travail qui était par questionnaire pour citer nos sources et qu'on soit tout à fait clair sur ce dont on parle là et ce qui nous permet de dire ce qu'on va dire. Un premier travail d'enquête par questionnaire auprès de travailleurs sociaux et de cadres de ces établissements, principalement d'associations habilitées. Le second travail, en fait, s'est fait chemin faisant à la faveur d'un travail qui est très lié au confinement, un travail qualitatif, là, pour le coup, à la faveur de 3 focus group auprès de cadres de ces établissements-là. Mais ce travail-là, c'est pas que ça, et je propose à Christophe d'enchaîner sur un travail qu'il a lui-même réalisé pour l'ARS. Oui, bonjour, moi je suis Christophe Moreau, sociologue à Jeux de Vie. Je parle aussi d'un point de vue très empirique, pragmatique, pour répondre à la question de Déborah, comment faire pour améliorer ces coopérations. C'est d'abord rendre visible, et sachant que les données sont souvent éparses et cloisonnées elles-mêmes. Et puis l'autre sujet, c'est de pouvoir animer un dialogue. On a parlé un peu de transactions, de marginal séquent. Il se trouve que moi, je me suis trouvé comme un marginal séquent, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la porte de diverses institutions pour les faire dialoguer. Et j'ai pu faire un travail avec l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse et puis les 5 départements pour justement travailler sur le parcours de santé des enfants protégés et donc organiser une espèce de partage de données et puis d'intermédiation entre l'ARS d'un côté et une logique particulière, des financements particuliers, et puis de l'autre, département et justice qui prennent en charge ces enfants protégés. Et ça a aussi nourri cette réflexion qu'on va vous proposer en quelques minutes. Oui, alors quelques mots préalables. Il convient quand même de situer la protection de l'enfance dans le cadre national. Il faut savoir quand même que la protection de l'enfance traverse aujourd'hui une grave crise, mais là aussi, pas que, ça concerne aussi le secteur de la santé, avec des difficultés de recrutement d'éducateurs, des infirmiers et infirmières qui sont volatiles aussi et qui quittent le milieu hospitalier. Il y a un vrai malaise dans le monde du travail. On l'a peu abordé, mais je pense qu'il faut le souligner. On est aussi dans des questions budgétaires qui sont relativement lourdes. À titre d'exemple, l'État français est aujourd'hui à une dette de 3 000 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable, ce qui m'amène tout de suite à préciser un point qui est essentiel par rapport à ce qui a déjà été évoqué. C'est que d'un côté, il y a la protection de l'enfance qui est une compétence des conseils départementaux, et de l'autre, il y a les ARS, qui est une compétence d'État. Ce sont aussi 2 sources budgétaires très très différentes, et ça pèse parfois relativement lourd dans les négociations ou les transactions qui peuvent être effectuées entre ces différents opérateurs-là. 2 organisations publiques indépendantes et sans lien hiérarchique. Donc on est dans une configuration en protection de l'enfance où on découvre les problèmes de santé des enfants à la faveur de la loi du 14 mars 2016 qui fait suite à des travaux qui soulignent, notamment pour les enfants confiés, donc les enfants placés, de problèmes de santé récurrents de manière très très importante. Et avec des premières expérimentations où on commence à voir arriver, pour le coup, en internaliser des infirmiers ou des infirmières dans protection de l'enfance, alors que ce sont des univers qui, jusqu'à présent, étaient très, très cloisonnés. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu différent. C'est plutôt la question qui est posée en protection de l'enfance aujourd'hui, c'est comment on remet un peu en synergie des mondes qui ne le sont pas ou peu. Autrement dit, comment on dépasse le travail en silo, pour reprendre une expression un peu commune. Et ce qui est en train de s'expérimenter aujourd'hui, c'est notamment
le travail en dispositif, qui essaye, notamment pour les jeunes à problématiques multiples, qui ont des problèmes de santé, notamment psychiques très importants, comment on peut coopérer face à des jeunes comme ceux-là. Donc cette question-là en protection de l'enfance est une question un peu émergente. Au-delà des aspects structurels que j'ai essayé de décrire en quelques mots, il me semble important de souligner aussi les caractéristiques un peu spécifiques des publics qui sont bénéficiaires, entre guillemets, de la protection de l'enfance. Nous sommes face à des enfants confiés, donc placés, qui sont dans des situations de danger avérés. Et donc, si on se réfère, et c'est l'approche qu'on a choisi de regarder, de s'appuyer sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le bien-être, qui définit la question de la santé comme étant le bien-être complet, physique, mental et social des enfants et des parents. On a choisi de regarder dans notre contribution la question de la santé sous cet angle-là, ce qui permet aussi de faire un lien avec quelque chose qui est paru assez récemment sur la conférence de consensus sur les besoins fondamentaux, qui a été travaillé d'ailleurs avec nos amis québécois, qui redéfinit la question du soin, et pas seulement de la santé au sens médical du terme, mais qui redéfinit la question du soin comme s'intégrant dans un méta-besoin de sécurité, un besoin le besoin des besoins sans lequel aucun autre ne peut être satisfait. Mais déjà, pour élargir sur la question de la santé, la question du soin est comprise dans cette définition du méta-besoin de sécurité, mais pas que. Il y a aussi un besoin de protection et il y a aussi un besoin, sont pris en compte les besoins affectifs et les besoins relationnels. C'est-à-dire que là, on touche à une autre théorie qui est la théorie de l'attachement. Enfin, dans notre réflexion, ce qui n'est absolument pas anodin, c'est qu'il faut quand même se souvenir, et là c'est la question sociologique qui est convoquée, c'est que les enfants qui sont bénéficiaires d'un, entre guillemets, encore une fois, d'un placement ou qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance sont majoritairement issus des classes populaires et des classes populaires les plus précarisées. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, ce qu'on est en train de se dire, c'est que dans protection de l'enfance, on est inégaux face à la question de la santé. Et que pour amener aussi le questionnement sur le processus de sanitarisation, c'est qu'on ne saurait regarder la question du soin sans considérer l'ensemble de ces facteurs-là, c'est-à-dire d'aller aussi sur le registre du lien et sur le registre social, parce qu'il y a une vraie question sociale autour de la protection de l'enfance. Elle est peu ou pas abordée, et le risque de sanitarisation, ça ne serait de regarder finalement, de requalifier des problèmes de santé, de requalifier des problèmes sociaux et des problèmes éducatifs comme étant des problèmes de santé, et de ne les regarder que de ce point de vue-là. Je vais rétrograder la période. Je vais résumer. Le titre de l'article qu'on a coécrit, c'est « De la quête du soin à la primauté du lien ». Et donc, en fait, il y a deux messages. Après, dedans, il y a plein d'autres éléments de réflexion. Et le premier message, c'est que ces enfants confiés, donc protégés en France, ont éminemment besoin de soins. Et on manque parfois de données là-dessus. L'Inspection générale des affaires sociales dit en 2012, il faut par exemple qu'on croise les bases entre les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées, et les établissements sociaux et médico-sociaux. Ça n'a quasiment jamais été fait. Donc on a un rapport du Défenseur des droits d'il y a quelques années, peu d'années, qui nous dit qu'il y a en gros entre 13 et 20-25% des enfants accueillis en protection de l'enfance qui font aussi l'objet d'une compensation pour handicap. Et nous, l'enquête qu'on a faite auprès de 300 professionnels de MEX, donc des maisons d'enfants en France, nous montre que c'est 30% de ces enfants donc, qui ont été
en danger, qui sont en danger, qui ont pu vivre des négligences ou des maltraitances. 30% d'entre eux ont une reconnaissance comme enfants en situation de handicap. Donc il y a des besoins fondamentaux à satisfaire pour ces enfants-là, mais il y a aussi des besoins particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont renforcés du fait de carences éducatives, du fait de la séparation avec les parents, du fait d'un mauvais vécu du placement. Donc il y a des besoins en santé qui sont énormes. Donc ça, c'est vraiment la question de la quête du soin. On voit par exemple, dans les données qu'on a travaillées dans la région PACA, que dans entre 30 et 50% des cas pour ces enfants, on n'a pas les carnets de santé. On voit que dans plein de cas, on a des enfants qui pourraient avoir besoin de lunettes qui n'ont pas fait de bilan ophtalmo. On voit qu'on a des enfants qui pourraient avoir besoin de soins dentaires qui ne sont pas suivis par des dentistes. Donc, le premier élément, premier message, c'est de dire que ces enfants ont besoin de soins. Et ce qu'on observe, c'est que les professionnels des MEX sont en difficulté pour dialoguer avec le secteur du soin. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est massif. C'est le premier partenariat qu'ils veulent améliorer. C'est une difficulté majeure dans l'exercice de leur métier, d'autant que des difficultés de santé mentale progressent. Donc on a d'autres questions comme la capacité des médecins, par exemple de ville, médecins libéraux, à répondre à ces besoins-là. On sait que ces enfants vont parfois rater des rendez-vous, demander des consultations qui demandent plus de temps, parce qu'il faut dialoguer. Parfois, ce sont des enfants qui verbalisent peu. Donc on a aussi des médecins qui rechignent à suivre ces enfants-là. Donc en gros, on a besoin de rendre visible, et c'est ce qu'on fait à travers cet article, rendre visible ce besoin. Il est massif et il n'est pas suffisamment satisfait. Mais l'autre message que l'on passe, c'est de dire attention, nos éducateurs, ils ont aussi subi cette domination symbolique et ils rechignent eux-mêmes à aller sur le registre de la santé. Donc l'autre message qu'on passe, c'est de dire la primauté du lien. Et on dit que le lien éducatif, les attachements dans les maisons d'enfants, prendre en compte les compétences émotionnelles des enfants, travailler sur l'alimentation, travailler sur le sommeil du soir, travailler sur les activités physiques et sportives. Donc tout ce travail sur l'éducatif, ça fait aussi œuvre de santé, et les éducateurs ne sont pas généralement assez outillés et assez légitimés sur ces questions-là. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de résumer, mais Patrick va ajouter des éléments sur le danger qu'il voit aussi dans cette quête du soin. Quelques éléments avant qu'on passe la parole effectivement aux personnes. Donc, par rapport à ça, on est dans une logique un petit peu de décloisonnement avec un effet qui est interrogé par les professionnels et qui est très lié à la question de la désinstitutionnalisation. Désinstitutionnalisation avec la question du soin qui arrive massivement avec des besoins réels, c'est ce que soulignait très justement Christophe. Et maintenant, se pose la question de la prise en compte de ces besoins-là, notamment à travers l'emploi du temps des jeunes eux-mêmes, avec une démultiplication des intervenants dans une même journée, c'est-à-dire qui va poser la question de la continuité, de la cohérence de l'intervention, et pour les éducateurs, de la question de leur disponibilité pour être dans le lien avec les jeunes, et notamment la difficulté qu'ils peuvent avoir dans ce cadre-là, avec des jeunes confiés, à être disponibles pour un groupe de jeunes, et de l'autre, d'être dans des démarches individualisées pour aller à des rendez-vous auprès du psychomotricien, de l'orthophoniste. Ce découpage-là a produit des effets qui peuvent mettre en difficulté la question du lien, qui est déjà fragilisé, très fortement fragilisé, ce qui ressortait de notre enquête, par la modification du droit du travail qui segmente beaucoup les interventions des éducateurs. Je rajoute juste un dernier élément rapidement. À l'époque, j'avais travaillé sur la région PACA. On était en train d'expérimenter le parcours de soins coordonnés. Donc, ça date de 2019. On avait dit on va l'expérimenter dans 10 départements. Et ça, c'est très prometteur. Et aujourd'hui, la loi Taquet, dite Taquet, la loi de 2022, vient généraliser ce parcours de soins coordonnés. Ça veut dire que, logiquement, dans chaque département, c'est en train de se mettre en place. Après, je ne connais pas tous les détails, mais logiquement, on est en train de mettre dans chaque département des personnes, c'est ce dont je pense à parler Déborah, qui vont
vont coordonner, donc en gros des infirmiers ou coordonnateurs qui sont à l'hôpital et qui vont s'assurer que les enfants font les bilans de santé. Il y a des financements pour les médecins libéraux qui vont faire ces soins. Donc on a quand même quelque chose de très promoteur autour de ce volet de la loi Taquet. On voit bien l'importance de ces acteurs qui effectivement sont des points pivots en fait autour de tous les autres acteurs qu'il faut rassembler, qu'il faut effectivement mettre en synergie. Un dernier point peut-être, Patrick, avant qu'on passe la parole, s'il y a des questions, des remarques. Il y a un questionnement quand même qui est sociologique là pour le coup, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quand même la question des inégalités sociales et de l'origine des difficultés que rencontrent les jeunes confiés, qui sont à l'origine liées à leurs conditions de vie de manière plus générale. Et je crois que c'est aussi tout notre propos d'être très attentif à cette dimension-là et de ne pas l'occulter, de la regarder à hauteur des enjeux qu'elle comprend. Je vous invite d'ailleurs pour terminer, là pour le coup, je vais terminer par cette citation de Bernard Lahire, qui a écrit un excellent ouvrage sur la question des inégalités sociales, qui dit que si tous les enfants vivent dans la même société, ils ne vivent pas dans le même monde social. Et c'est aussi le cas, pour le paraphraser, pour les parents de ces enfants-là. La précarité peut amener, certes, des négligences, mais elle pose aussi d'autres questions dans le champ sanitaire, qui sont le non-recours aux soins et le renoncement, qui est aussi le fait des classes populaires les plus précarisées. Merci beaucoup à vous, merci à tous et toutes pour cette présentation. Peut-être il nous reste peu de temps par rapport effectivement au timing, mais quand même un quart d'heure pour prendre quelques questions, remarques ou partage d'expérience. Voilà, n'hésitez pas, le micro est à votre disposition. Il y a une main qui se lève ici. Bonsoir, Yves Lépi, je suis militant associatif, ancien président de la Commission des droits et de l'autonomie ici en Ille-et-Vilaine et ancien directeur d'IME. Moi, j'ai mal compris le titre, mais pour moi, nous sommes dans une modification de l'offre médico-sociale. Et l'actualité, elle est bien celle-là. La France est accusée par différentes instances, comme l'ONU, comme Commission de l'Europe, d'avoir une approche trop médicale du handicap, par exemple. Là, on a débattu de la difficulté de ce pouvoir médical, et je contenterai simplement, pour ne pas prolonger plus le débat, de répondre à la question de tout à l'heure sur le besoin d'orientation vers le médico-social des enfants de l'ASE. Pour avoir fait une étude sur ce sujet, je confirme que c'est 30%. Mais pourquoi avons-nous ces 30%? C'est bien parce que le paysage médico-social de notre France a changé. Il n'y a plus ce qui était les maisons d'enfants à caractère social. La majorité des enfants que vous citez relèveraient ce qu'on appelle maintenant les ITEP. C'est-à-dire ce sont des enfants qui souffrent de troubles de santé mentale. Donc, à force de uniquement vouloir regarder la coordination entre tous les travailleurs sociaux, j'aimerais bien une définition du travailleur social, mais où en va-t-on? Où la réalité, elle n'est pas celle-là. Nous avons, et en même temps, crise des métiers, et nous avons en même temps une modification de l'offre qui laisse sans solution des milliers de personnes. La meilleure preuve, celle de l'habitat, la Haute Autorité de Santé, l'HAS, a inclus dans le même paradigme les pauvres, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées et le handicap. À force de généraliser, on ne trouve plus ce qui peut correspondre à vraiment une individualisation, et arrêtons
de lire avec horreur les rapports du défenseur des droits. La discrimination, elle est en route pour plein de publics. Merci pour vos remarques issues aussi d'enquêtes et d'expériences fortes. Est-ce que quelqu'un souhaite, ou plusieurs d'ailleurs, apporter des éléments de discussion ? Non, la remarque est intéressante et partagée, c'est-à-dire sur les 30%, quelle est l'origine des 30%? Est-ce qu'on assiste à un transvasement, par exemple, pour reprendre la question que vous posiez, notamment par rapport aux ITEP, les troubles du comportement et de la conduite, puisqu'ils étaient qualifiés comme ça, on s'aperçoit par exemple qu'il n'y a plus d'hébergement pour ces enfants-là et qu'on essaye de construire quelque chose qui soit moins thérapeutique, puisque c'était l'intitulé des ITEP, de moins thérapeutique et de plus ouvert sur l'extérieur. Mais on a très peu de travaux pour éclairer un petit peu cette question-là, sachant que de toute façon, dans les ITEP, depuis toujours, il y a au moins 50 à 60% de jeunes qui relevaient aussi de la protection de l'enfance. Ce n'est pas une question nouvelle en même temps. Oui, tout à fait. Il y a une ici, je vous passe le micro. Bonsoir, donc Ghislain, je travaille au dispositif Un chez soi d'abord de Rennes. Tout à l'heure, vous parliez de nouveaux rapports de domination, dominant-dominé. J'ai une question, on va dire, explicite et une question de fond. C'est au Un chez soi d'abord, du coup, il s'opère de nouveaux paradigmes, donc qui amènent donc de nouveaux rapports de domination. Est-ce que vous avez pu, au travers de vos travaux, identifier quelle forme prennent ces nouveaux rapports de domination, notamment entre le médical et le social, et quel impact sur les gens qu'on accompagne? Et ma question de fond, c'est que les rapports de domination supposent aussi une certaine forme de contrôle social des usagers. Et ma question par rapport au dispositif Un chez soi d'abord, avec les nouveaux paradigmes qu'il amène, à quelle nouvelle forme de contrôle social sommes-nous en train de participer? Oui, on a travaillé, nous, avec les acteurs des 4 sites expérimentaux avant la généralisation dont vous bénéficiez aujourd'hui avec le site de Rennes. Donc on était dans un espace particulier, avec des conditions particulières d'expérimentation très favorables, et qui ont pu s'étaler sur un temps assez long. Ça c'est important, plusieurs années. On a donc pu, avec eux, dans un travail exploratoire, identifier effectivement différentes configurations de collaboration. Il n'y a pas systématiquement et de manière unique des processus de domination. On a effectivement pu identifier ce type de processus assez classique, mais ce qu'on a plutôt, nous, mis en évidence dans le travail avec les acteurs de ces 4 sites expérimentaux, c'est sur une durée de plusieurs années, un processus qui amène effectivement à un apprentissage du travail ensemble, entre des professions de métiers différents, et notamment de la santé mentale et du travail social. Et c'est ce qu'on a essayé de rendre compte dans le chapitre et dans ce que je vous en ai présenté tout à l'heure, à savoir qu'il y a des habitudes de coopération qui se créent, mais où les conflictualités ne disparaissent jamais tout à fait, parce qu'il y a des capacités à prendre en compte la problématique de l'autre professionnel, le regard et la pratique particulière de l'autre professionnel, mais il reste quand même des spécificités qui demeurent et qui font que même si on apprend à travailler ensemble, même si on construit des modes opératoires qui permettent de travailler ensemble, il y a parfois quand même des tensions. Donc on est entre accords et désaccords, entre coopération et conflictualité, dans des cas de figure qui oscillent assez fortement et dans des singularités qui ne permettent pas forcément une généralisation. Il n'y a pas
d'un site à l'autre, au sein d'un même site, entre tel professionnel et tel autre, entre telle équipe et telle autre. On a repéré des cas de figure différents et des évolutions dans le temps. Voilà. Donc on essaye de rendre compte de cette diversité par les différentes théories que j'ai présentées tout à l'heure, hein, mais qui en fait montrent que quand on arrive à commencer à travailler ensemble, à construire du commun, il y a des capacités à travailler ensemble qui se développent, mais qui parfois n'arrivent pas forcément à faire disparaître toutes les incompréhensions, les malentendus. Il y a de la conflictualité, et ces choses-là se construisent, au fil du temps et se reproduisent notamment parce que sur les 4 sites expérimentaux, je m'en arrêterai là, il y a un turnover assez important. Donc les apprentissages qui se font au fil des mois et des années sont à refaire chaque fois que de nouveaux professionnels arrivent. Donc ça explique aussi cette tension entre apprentissage de la coopération et conflictualité qui demeure, transactions, accommodements, compromis, qui sont sans cesse à réinventer pour que des professionnels dans des équipes qui se renouvellent arrivent quand même à travailler ensemble. Et puis sur la deuxième question que vous posiez, on n'a pas d'éléments pour répondre, donc je ne pourrai pas y répondre. Je peux compléter ? Juste pour compléter ce que dit Philippe, c'est vrai que sur ce travail qu'on avait pu mener, c'était une exploration, hein, on a travaillé pendant 1 an, mais malheureusement on n'a pas pu obtenir des financements qui nous auraient permis d'aller plus loin dans ce travail de recherche. Mais on a rencontré à plusieurs reprises des équipes qui avaient expérimenté le 1 chez soi d'abord sur le plan national, donc les différentes équipes en France, avant sa généralisation. Ce qu'on peut dire, c'est que ce rapport de domination dont on parle dans le bouquin, on ne l'a pas trouvé là, justement. Et c'est peut-être la note positive qu'on peut amener au-delà d'être travailleur social ou je ne sais quoi, c'est que ça veut dire qu'il existe des pans, il existe des secteurs, il existe des dispositifs où ces questions de rapport de domination, etc., sont gommés. Alors, ils sont peut-être encore existants, etc., mais ils sont complètement gommés par une espèce d'idéologie ou de philosophie qui construit ces dispositifs-là, qui se traduisent ensuite par des politiques publiques. Mais on était bien dans un dispositif expérimental. Il ne faut pas l'oublier. Ça vaudrait le coup après d'aller voir qu'est-ce que ça devient quand ça se généralise et que ça s'institutionnalise. On sait très bien qu'entre l'expérimentation et l'institutionnalisation, Jean-Pierre Alter, là on est dans des transformations évidentes de la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, rapport de domination, non. Au contraire, on a même, et là tu l'as peut-être pas évoqué là Philippe, c'est un élément supplémentaire, c'est la place des personnes. Alors, qui n'étaient plus des patients, qui n'étaient plus des personnes usagères des services sociaux, mais des locataires. On allait voir et accompagner des locataires dans un travail de personnes qui étaient dans leur... avec un statut et une dignité d'une certaine façon retrouvée d'avoir cette place de locataire, quoi, en quelque sorte. Il y a un espèce de lissage entre les professionnels face à des locataires à qui, et dans la philosophie, était mais vous savez ça mieux que nous parce que vous y travaillez, donc forcément. Donc redonner cette place à la personne, est ce que d'aucuns appellent le pouvoir d'agir, l'empowerment, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, sur la question du contrôle social... on n'a absolument pas traversé ça. Dans notre exploration, la question du contrôle social n'est pas apparue. Mais très certainement que si vous posez la question, c'est que ça se pose à vous dans votre pratique professionnelle, j'imagine. Quand j'entends un rapport de domination, ce qui joue tout à l'heure, vous avez peut-être pour moi donné un élément de réponse. Qu'on disait, ce ne sont pas toujours les mêmes qui mènent le jeu de la négociation, le jeu de la compromission. Et que peut-être que quand on dit que le rapport de domination disparaît, moi j'entends là peut-être une quête, un idéal finalement, que ce serait génial un monde où il n'y a pas de rapport de domination. Mais peut-être que la réponse est dans cette phrase-là, qu'il n'y a les rapports de domination qui prévalait jusqu'à présent au 1 chez soi d'abord. L'affaire, c'est finalement de partager ce rapport de domination. Une fois, c'est le corps sanitaire qui l'a. Une autre fois, sur notre question, c'est peut-être les intervenants sociaux qui l'ont.
Et peut-être qu'un élément de réponse, c'est que peut-être que cette prévalence du médical sur le social, ou un chez-soi d'abord, c'est pas tout le temps le cas finalement. Parfois c'est la prévalence de l'intervention sociale sur l'intervention médicale, et que peut-être que cette forme de rapport de domination, si on peut parler comme ça, ou un chez-soi d'abord, c'est chacun son tour finalement qui l'a, quoi. Est-ce qu'il y aurait encore une question, remarque, partage d'expérience? On arrive au terme, en tous les cas, pour l'horaire. Peut-être juste je me permets en fait, par rapport à une de vos questions, Déborah, sur les formations et sur comment finalement, dans le cadre des formations, on ancre cette compétence à travailler ensemble. C'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille. En tous les cas, pour Ascoria, il y a 2 expériences qui fonctionnent plutôt bien, mais qui sont liées aussi à des partenariats. Et quand le partenaire change, ça peut parfois mettre à mal le projet. Mais en tous les cas, on a eu un module de 6 jours qui a été co-construit avec plusieurs centres de formation, infirmiers, sages-femmes, diététiciens, travailleurs sociaux, j'en oublie certainement, ergothérapeutes, autour de la question de l'accompagnement thérapeutique du patient. Et donc on a eu pour les étudiants d'Ascoria 2 formations à être intégrées dans ce cursus-là, les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale familiale. Donc cette expérience a duré plusieurs années. Et puis comme je l'ai dit, le partenariat changeant, l'expérience n'a pas duré. Mais on était sur 3 modules de 2 jours, avec un premier module autour de la question en fait du diagnostic, un deuxième module autour de la question d'un projet innovant à partir de ce diagnostic et dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique du patient. Et le dernier jour, la présentation de ce projet innovant auprès d'un jury composé de l'ARS. Donc on était vraiment dans quelque chose qui s'ancrait dans des réalités professionnelles, qui pouvaient d'ailleurs rebondir sur de réels projets mis en œuvre. Et malheureusement, tous les étudiants n'ont pas pu en bénéficier, puisque les places étaient réduites par centre de formation. Mais 20 étudiants d'Ascoria ont pu en bénéficier pendant 5 ans, ce qui fait déjà un petit nombre. Voilà. Mais ce type de projet, effectivement, est tout à fait porteur. Et le deuxième, c'est une journée de formation commune aux infirmiers, juste à côté, là, et aux assistants sociaux et aux conseillers en économie sociale et familiale sur la question des violences intrafamiliales. Et donc là, on est effectivement sur un sujet commun. La thématique nous rassemble et l'idée est de pouvoir effectivement cerner, cibler les complémentarités d'intervention de ces 3 professionnels. Voilà, 2 expériences à développer, bien évidemment, mais en tous les cas, qui, quand elles s'ancrent dans un réel travail de discussion, de partage de pratiques et de compréhension de la place des uns et des autres, fonctionnent plutôt de manière positive. Voilà, pour apporter un complément. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous pouvons vous applaudir et vous remercier chaleureusement. Le temps des dédicaces est ouvert. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez le faire ici ou plutôt là-haut. Voilà, là-haut. Là-haut, dans le hall, avec un petit verre de l'amitié. Ce sera parfait. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter au stand de l'établi des mots.
et merci de votre participation à vous